Bon voilà, bon, excusez-moi pour le bruit parce qu'il y a un agriculteur qui est en train de faire son champ. Nous sommes arrivés au site gallo-romain des Bouchots. Donc, allez ben, c'est parti. On va là-dedans, je vous raconte l'histoire de ce lieu. Allez go! Est-ce que vous regardez? C'est peut-être l'ancienne voie romaine qui a amené au théâtre gallo-romain, regardez. En fait, ça faisait des petites marches, mais autant des Romains, en fait, bah, ils étaient pas fous. En fait, ça là, vous avez une petite rigole comme ça, là, voilà. Et bah, quand il pleuvait, bah, ça servait en fait d'égout et l'eau ruisselait sur la route. Donc, il n'y avait pas d'eau sur la route, ça tombait sous le côté. Donc, déjà là, en ce temps-là, ils avaient déjà inventé l'égout. Et puis maintenant, nous, on fait ça, mais bon, même l'égout, on a toujours une marée haute sur la route. Allez, et regardez ça. Ah, c'est génial. Allez, c'est parti pour la découverte. On va encore une petite rigole juste ici. Allez. Bon, ça y est, nous sommes arrivés. Donc ici, nous sommes au sanctuaire. Donc, c'était un endroit religieux, comme le théâtre qu'on ira visiter juste après, qui se trouve juste en bas. Donc, là, on va faire une visite en musique. Et juste après la visite, je vous raconte l'histoire du sanctuaire et des différentes places qu'il y a autour de nous, avec les petits panneaux explicatifs. Allez, c'est parti! Bon, voici, vous avez eu la visite en musique du site. Maintenant, j'ai mes petites notes et on va aller voir différentes places de ce sanctuaire. Allez, go pour l'histoire. Le théâtre gallo-romain des Bouchots est situé sur le territoire de la commune de Saint-Cybardeau, dans le département de la Charente, le long de la via Agrippa
qui faisait Sainte à Lyon. Dit chemin des Romains ou chemin chaussé. Les ruines du théâtre gallo-romain des Bouchots sont encore une concavité naturelle dans le flanc d'une colline qui accueille un sanctuaire à son sommet. Maintenant que vous avez le global, on raconte l'histoire du sanctuaire. Situé au sommet de la colline, en haut du théâtre, est un péristyle enserré de deux ensembles, de l'un qui date du 1er siècle et l'autre de la fin du 2e siècle, ou au début du 3e siècle. L'ère orientale est la plus ancienne. Ont été découverts les fondations de deux temples de plans différents, un temple octogonal et un temple rectangulaire. Lors des fouilles du temple octogonal, de tradition celtique, donc déjà bien avant les Romains, les archéologues ont découvert un grand nombre de pièces de monnaie datant du 1er siècle. C'est sûrement une preuve de la présence d'un trésor de fondation, c'est-à-dire une offrande faite à la divinité du temple avant la construction de l'autre temple. Le second temple de cet espace se compose d'un pronaos, et d'une cella, ce qui le range parmi les temples de tradition gréco-romaine. L'ère occidentale est plus vaste que la précédente et présente deux temples en forme identique, des Phanas. Ça, on ira voir tout à l'heure. Il n'a été retrouvé aucune inscription, mais une statue de Mercure en argent doré à la feuille d'or. Cependant, il faut rester prudent, la découverte de cette magnifique statuette s'est faite de manière fortuite, dans un contexte archéologique compliqué. Il ne présage en rien des divinités vénérées au Bouchot. Donc en fait, on a trouvé une statue de Mercure, mais on ne sait pas si c'est vraiment la divinité de Mercure ou peut-être autre dieu qui était vénéré ici. Ça, ils ne le savent pas. D'autres pièces ont été également découvertes. Les plus anciennes sont datées de la deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, ce qui laisse supposer que les lieux étaient déjà occupés à la fin de la période gauloise. Les restes du Moyen-Âge, s'étalent sur environ 2 siècles jusqu'à Marc Aurèle. Allez, voici l'histoire de ce sanctuaire à la complétité. Nous allons maintenant voir les différentes places de ce sanctuaire. C'est parti. Allez, commençons par les deux aires sacrées. C'est parti. Le sanctuaire est construit à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Il se compose de deux espaces sacrés définis à l'intérieur de deux enceintes. Au sud se développe un bâtiment long d'environ 70 mètres, dont quelques fondations sont visibles sur la gauche. Il servait de contrefort aux murs d'enceinte et devait constituer un véritable signal visuel dans le paysage. Donc, voici à peu près quoi ressemblait le site il y a 2000 ans. Voilà. Tac. Tac. Et comme je vous disais, ici nous avons la première enceinte qui devait servir peut-être de contrefort. Là, parce que vous avez une vue en face. Là, il y a du bois, mais là, on a une vue superbe sur la vallée de la Charente. Là, encore un mur qui devait sûrement supposer être de la même pièce de là. Et les deux places du temple. Allez, nous allons voir là-bas maintenant. Là, juste devant moi, vous voyez ici, là, ils ont encore découvert je pense que c'est des pièces, il y a encore des murs, donc il y a encore quelque chose ici. Allez, nous allons voir ici maintenant. Les entrées du sanctuaire. L'une des entrées du sanctuaire devait être située à l'ouest, entre deux petits bâtiments construits à l'extérieur de l'enceinte. Dans son prolongement se trouvent les temples carrés, puis le bâtiment central d'accès à l'ère sacrée orientale. Flanqué de ces deux édifices, à l'est, la seconde enceinte abrite deux temples. Il pouvait y avoir une seconde entrée dans son mur oriental, mais il n'en subsiste aucun vestige. Regardez ici le plan. Là. Nous, en fait, on se trouve ici, en fait, quand vous voyez le plan, donc ici, donc ça devrait ici, donc là, on est en fait là. Vous voyez l'entrée qui se trouve ici. Donc ici, il devait avoir le mur, que les fouilles là, il devait avoir des bâtiments ici, et peut-être ici, là, quand on voit là, encore le mur. Là,
donc peut-être l'enceinte du mur. Ici, voici les temples, là, et ceux qui étaient ici. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir encore un petit panneau explicatif là. Et c'est vraiment superbe ce qu'ils ont fait comme travail, les archéologues. Ça doit être pas facile, mais ils ont bien rénové. C'est vraiment, vraiment superbe ce qu'ils ont fait. Superbe travail. Donc quand vous venez visiter ce lieu-là, tout ça, il n'y a pas un déchet, il n'y a rien. Donc préservez-moi ça. N'allez pas foutre le bordel. Respectez ces lieux-là. Parce que c'est des lieux vraiment antiques. C'est notre histoire, c'est notre patrimoine. Donc il faut vraiment la préserver. Et là, j'ai une vue devant moi, elle est superbe. Mais je vous la ferai montrer après. Chaque chose en son temps. Allez, c'est parti pour l'autre partie, ici et ici. Allez, c'est parti. Les temples de l'ère sacrée orientale. Le premier temple est en forme octogonale et rappelle la tradition celtique. Un dépôt monétaire contemporain de la construction du sanctuaire, début du 1er siècle après Jésus-Christ, pourrait être en lien avec un rituel d'époque précoce. Un second édifice de forme carrée a été complété par l'ajout d'un vestibule, pronaos. Cet élément d'architecture témoigne de la fusion des cultures gauloises et romaines, à l'origine de la civilisation gallo-romaine. Donc, peut-être qu'avant il y avait eu les Gaulois qui avaient pris ce site qui était peut-être sacré pour les Gaulois. Après l'invasion romaine, donc ils se sont, les deux peuples se sont mélangés et ont créé ces sites gallo-romaines parce que les Gaulois se sont entre guillemets reconvertis romains et puis voilà. Donc celle octogonale dite celtique et celle carrée, on va dire dite romaine, gallo-romaine. Et si on voit bien, c'est vrai que celle octogonale est entre guillemets plus simple que celle romaine, celle de Romain qui présente deux petites pièces, donc peut-être l'entrée ici et le temple en lui-même ici. Donc déjà, ça devait être déjà en architecture déjà plus différent parce que les Romains étaient plus fins, ils étaient plus méticuleux sur l'architecture qu'étaient nos ancêtres les Gaulois. Nous c'était beaucoup plus simple. Je dis pas qu'il y avait des inscriptions, des sculptures, mais c'est vrai que l'art romain était vraiment plus fine. Allez, je vous montre le petit point de vue que j'avais tout à l'heure. Regardez-moi ça. Vous imaginez, il y a 2000 ans, regardez ça. Ils avaient une vue, mais laissez tomber quoi. Voilà, donc d'à côté, c'est vraiment une, je vais le mettre là comme ça vous verrez là. C'est une fierté d'être là. En plus, c'est gratuit. Vous pouvez aller visiter, donc faites attention aussi, respectez ces lieux-là. Il y a une maison du patrimoine qui est juste à côté, qui coûte à peu près 3 ou 4 euros. Là où ils ont découvert, je pense qu'il y a les monnaies, tout ça, et ils expliquent mieux en fait le site gallo-romain. Maintenant, nous allons passer au théâtre qui se trouve juste en bas de moi. Et là, ça va être magnifique. Allez, c'est parti! Alors là, j'ai failli faire le fail du siècle. J'ai oublié les deux temples carrés. Allez, je me rachète et on raconte l'histoire de ces deux temples. Excusez-moi encore, allez. Les temples carrés. Ces temples gallo-romains sont construits en pierre. Chacun était constitué d'une salle centrale carrée appelée cella. Accessible uniquement aux desservants et aux représentants de l'empereur, autour de cet espace réservé à l'exercice du culte, une galerie périphérique à colonnade servait aux processions rituelles et notamment au dépôt d'offrandes. Voici à quoi devaient ressembler les deux temples qui se trouvent une ici et l'autre là. Allez, ce coup-ci, on part sur le théâtre. Encore ici, encore ils ont découvert encore des murs d'enceinte, je pense.
Et hop, vous verrez pas tout de suite. Je rigole. Et ben ça y est, je suis tout en haut du théâtre gallo-romain. Je fais pas vous allez faire attendre tout de suite, c'est parti pour cette super découverte. Je vous montre, on fait la visite et je vous raconte l'histoire de ce lieu unique et magnifique. C'est parti.
Voilà. Visite terminée, maintenant je vais vous raconter l'histoire de ce théâtre gallo-romain. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Il doit y avoir un petit truc en bas, je vais vous faire montrer ça avant et ensuite je vous raconte l'histoire. Excusez-moi, parce que je crois qu'il y avait encore un petit truc en bas. Et je suis en plein milieu du théâtre. Voilà, je suis en plein milieu. Et là, c'est vraiment superbe. Superbe. Quand je vous dis respecter ces lieux-là, c'est voilà, c'est gratuit. Si on respecte ces lieux, si on préserve ces lieux, on pourrait faire des trucs superbes ici, de faire découvrir ça à nos enfants, nos petits-enfants, aux futurs de l'humanité. C'est super. Et je dirais un peu les noms des entreprises qui ont pris la rénovation de ce site antique, parce qu'ils ont fait un boulot admirable. C'est magnifique. C'est super ce qu'ils ont fait. De préserver cet élément de 2000 ans, c'est superbe. Allez, j'en dis pas plus, que là je suis comme un gamin de 5 ans, là je suis heureux comme tout, là je suis en plein milieu, là. Youhou! En plus ça résonne super bien. Alors, c'est parti. Je vous montre le petit truc qui se trouve en bas là. Ensuite je grimpe tout en haut et je vous raconte l'histoire de ce théâtre gallo-romain. Allez, c'est parti. Magique, c'est magnifique, magnifique. Ils ont fait vraiment un superbe boulot de restauration, donc pratiquement à l'identique, c'est magnifique. Donc là, nous avons ici des petites pierres là. Si on va laisser les pierres là, il y avait peut-être des statues qui étaient là avant. Là, peut-être une sortie d'égout, là où quand il pleuvait, parce qu'il y a pas mal de petits trous sur les murs comme ça. Donc ça servait peut-être pour l'évacuation de pluie, et puis là les pierres pour les statues. Allez, moi, je vous raconte. Et ben c'est parti pour l'histoire de ce superbe théâtre. Allez, le théâtre. Un édifice civique, lieu de spectacle et d'acculturation. Les théâtres de Gaulle présentent des adaptations architecturales liées à leur situation géographique, ici bien que le théâtre bénéficiait d'une pente naturelle. La cavea a été creusée et la Seine a été aplanie, avant d'être soutenu par de puissants contreforts. Le public disposait de 5 accès, 2 rampes latérales au sommet, en haut, 2 vomitoires au centre menant au gradin de la cavea, probablement en bois, qui se trouve vers le haut, et un parodos, couloir d'accès en partie basse, ouvrant sur les gradins en pierre de l'orchestra. Allez, nous allons monter pour voir d'autres aspects de ce lieu. Donc, on est parti pour la découverte de ce théâtre. Donc, l'histoire d'une découverte. J'ai toutes les petites explications là et j'ai mes petites notes. Donc, en 1865, les premiers dégagements sont menés par Jean Gontier, originaire de Saint-Cybardeau, le petit village où on a commencé cette randonnée, au pied du château des Fadès, des Fées. Il s'agit alors du seul vestige visible du théâtre, situé aujourd'hui sur votre droite. Donc là, tu peux faire monter encore. Là. Cette découverte connaît alors de fortes répercussions auprès des sociétés savantes, locales et nationales. En 1881, le théâtre est classé monument historique et le sanctuaire a été classé, lui, en 1992. Le père Delacroix, historien et archéologue belge, découvreur du site de Sangnier, missionné par le nouveau propriétaire M. Laporte-Bisky,
achève le dégagement complet du théâtre entre 1901 et 1906. Tiens, si tu veux montrer un petit peu là, donc ici nous avons quelqu'un qui avait fait une aquarelle du théâtre en 1894. Ici une gravure de la Château des Fadès là, et ici vue du théâtre réalisé par le photographe Jules Robuchon, qui a vécu en 1840, mort en 1922, extrait du bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente. Allez, nous allons un peu plus haut pour raconter un peu plus l'histoire. Bon voilà, j'ai mon petit document, donc c'est parti pour le théâtre. Donc la vocation du sanctuaire est du théâtre. Donc là on part du théâtre. On ignore le nom des divinités qui étaient vénérées dans le sanctuaire. La découverte de la statue de Mercure ne nous apporte aucune certitude, bien que Mercure fût la principale divinité vénérée en Gaule selon César. De toute évidence, le théâtre n'est pas un bâtiment voué au loisir, mais à des cérémonies religieuses. Associé à des sanctuaires de tradition celtique, il était lié au culte impérial lors des cérémonies. Les citoyens partaient probablement du sanctuaire pour se rendre en procession au théâtre et assister à des sortes de mystères joués par des troupes d'acteurs dans l'orchestre. Voilà, tout en bas. Vraiment tout en bas. Et non sur les scènes comme dans un théâtre classique romain, tel que celui-là d'Orange, celui-là du sud de la France. Le site des Bouchots offre donc une superbe illustration de ce que fut le monde gallo-romain. Mélange de traditions celtiques et de nouveautés apportées par les conquérants. Donc, voilà une belle histoire. Maintenant, on va aller parler un peu plus de l'histoire proprement dite d'un édifice civique, lieu de spectacle. Le théâtre pouvait accueillir près de 7000 spectateurs. 7000 personnes pouvaient accueillir ici. Ça, c'est énorme, 7000. Il était probablement l'un des plus imposants de la Gaule rurale. Ah bah quand même, nous, vous voyez la Charente, on est, la Charente, personne ne connaît beaucoup la Charente, mais notre Charente elle est belle, et notre Charente elle est vraiment historiquement, c'est une des meilleures régions et départements historiques. Cet édifice civique est de tradition romaine. Des populations se retrouvaient dans ce lieu pour assister principalement à des pantomimes, spectacles de danse illustrés par des gestes et accompagnés de musique, mettant ainsi la culture romaine à la portée de tous. Voici qui était donc ce théâtre gallo-romain, avec une vue en face. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc, maintenant, clos cette visite et cette histoire, ce lieu unique en Charente, et j'espère que ça vous plaît. Et nous continuons notre beau chemin et normalement on va découvrir la voie Agrippa qui passait à côté d'ici. Allez, on est parti. Voilà, je suis devant le panneau où ils expliquent qui font les rénovations. Donc merci aussi au département de la Charente qui est maîtrise de l'ouvrage. Regardez. Ensuite, maîtrise d'œuvre, art et site, architecte du patrimoine, cabinet Dubois, économiste de la construction, opérateur archéologique, Arcumine SARL, les entreprises, donc maçonnerie, taille et pierre, les compagnons de Saint-Jacques, serrurerie ATS Access et électricité, Allez et compagnie. Donc, merci à ceux, voilà, merci à ces gens-là qui prennent du temps et qui rénovent ce beau patrimoine charentais. Et je veux dire charentais, patrimoine mondial aussi, parce que c'est des sites qu'il y a partout dans le monde, donc c'est un site mondial aussi. Donc, préservez ça et en espérant qu'ils découvrent encore beaucoup de choses, parce que derrière cette pancarte, il y a encore une fouille, donc ils ont encore découvert autre chose. Donc ça, j'essaierai de revenir plus tard, peut-être dans un an ou deux, quand ils auront rénové tout ça, pour peut-être refaire la suite de l'histoire de ce théâtre et de ce sanctuaire gallo-romain. Allez, nous on reprend. Bon, donc on a fait une boucle, on est passé sur la voie Agrippa, mais comme un couillon que je suis, j'ai oublié de vous raconter l'histoire. Donc on est pas très loin du site gallo-romain. Là on a un petit truc romain, là, les petites pierres, les petites rigoles que je vous avais montré au début là. Voilà.
Et ben on va vous raconter un peu l'histoire, j'ai mes notes, de la Via Agrippa. Allez, c'est parti. La Via Agrippa, qui va de Saintes à Lyon, fait partie d'un des grands axes routiers du réseau d'Agrippa. Établi par les Romains à partir de Lugdunum, l'antique capitale des Gaules, sous l'impulsion de Marcus Vipsanius Agrippa, général et gendre d'Auguste à partir de 27 avant Jésus-Christ. Cette voie qui figure sur la table de Peutinger reliait Lyon-Lugdunum à Sainte Mediolanum Santonum par Clermont-Ferrand, Augusto Nementum, et voilà, et Limoges Augusto-Ritum, et mon rectum il a bobo là, je rigole. Cette voie porte le numéro VR 27 entre Saintes et Limoges, dans la numérotation des voies romaines en France. Maintenant, on va passer à l'historique de cette belle voie. La voie a été conçue et construite par Agrippa au 1er siècle pour établir une liaison entre Lyon et Saintes. Ainsi, Lyon se trouvait au carrefour de 4 voies: Lyon-Boulogne, Lyon-Cologne, Narbonnaise le long de la vallée du Rhône et Lyon-Saintes. Les routes furent laissées sans entretien dès le 5e siècle, mais cette voie est encore très visible, soit recouverte par certains tronçons par des routes départementales, soit comme chemin rural, continuant tout droit à travers les champs et bois. Elle a parfois pris localement le nom de chemin des Romains ou chemin chaussée. Voici cette belle histoire de cette belle voie Agrippa qui passe juste à côté du théâtre gallo-romain des Bouchots. Et bah nous maintenant on va aller à la fin de notre randonnée. Allez, on finit la rando.